Bonjour, chers amis auditeurs et auditrices. Hervé Choseville à l'antenne, je vous retrouve pour ce numéro spécial de Panorama Info en deux parties. Nous allons attaquer la seconde partie. La semaine dernière, je vous avais expliqué les origines de la dictature communiste de Corée du Nord. Je vais maintenant poursuivre mon propos en nous rapprochant du jeune dictateur actuel dont nos grands médias parlent beaucoup ces temps-ci du fait de la remontée de la tension sur la péninsule coréenne. C'est donc sous le règne du cher dirigeant, comme on l'appelait officiellement, Kim Jong-il, que 200 000 Nord-Coréens périrent lors de la Grande Famine des années 1995-1999. Ce chiffre officiel est certainement très en dessous de la sinistre réalité. Certains observateurs allant à évoquer jusqu'à 2 millions de victimes. Ce désastre avait plusieurs causes. Des inondations catastrophiques, elles-mêmes probablement aggravées par la déforestation massive des années 80, mais elle fut certainement aggravée, cette famine, par la politique gouvernementale qui consistait à arracher la production des paysans pour la redistribuer ensuite, en priorité à l'armée, puisque l'armée est la priorité du régime. Et c'est ainsi qu'on laissa les paysans mourir de faim. C'était l'époque où je travaillais pour le Programme alimentaire mondial des Nations Unies. Et je me souviens qu'à l'époque, le PAM avait ouvert un bureau à Pyongyang et qu'il commença à acheminer des milliers de tonnes de vivres, lesquels étaient offerts par les pays occidentaux et par la Corée du Sud. De grandes organisations non gouvernementales internationales furent également autorisées à apporter leur aide au pays. Mais ni le PAM, je le sais, je travaillais à l'époque pour le PAM, ni ces organisations ne furent jamais en mesure de contrôler l'utilisation de leur assistance, et des rumeurs insistantes firent état de détournements massifs de nourriture au profit de l'armée. Cette aide internationale permit cependant le début d'une timide ouverture du pays. C'est aussi sans doute cette situation catastrophique qui amena Kim Jong-il à amorcer des contacts avec le frère ennemi sud-coréen. En juillet 2000 eut lieu à Pyongyang une rencontre historique entre le président sud-coréen Kim Dae-jung et le dirigeant suprême Kim Jong-il. Ce sommet fut suivi par un second, toujours à Pyongyang, en octobre 2007, avec le président sud-coréen Roh Moon-hyun. Des zones économiques spéciales accueillant des investissements étrangers, principalement sud-coréens, furent créées en territoire nord-coréen, non loin de la ligne de démarcation. Cependant, l'arrivée au pouvoir à Washington de George W. Bush porta un coup fatal au dégel avec la Corée du Nord. Dans son célèbre discours de 2002, le président états-unien accusa Pyongyang de faire partie d'un axe du mal. L'invasion de l'Irak par les États-Unis acheva de convaincre Kim Jong-il que l'unique solution de prémunir la Corée du Nord d'une attaque US était d'accélérer le développement de l'arme atomique. Le désastre économique ambiant n'a pas empêché le régime de Pyongyang de poursuivre et de développer la recherche nucléaire. C'est le 9 octobre 2006 qu'eut lieu le premier essai nucléaire nord-coréen, suivi par un second encore plus puissant le 25 mai 2009. Parallèlement, Pyongyang procéda à la mise au point de lanceurs de longue portée qui permettraient, le cas échéant, d'être équipés de bombes atomiques. Les habitants de Séoul et de Tokyo vivent donc depuis sous la menace du feu nucléaire du régime de Pyongyang.
Le système dynastique rouge s'est encore renforcé lorsque Kim Jong-il décéda des suites d'une crise cardiaque le 17 décembre 2011 et que son fils, Kim Jong-un, lui succéda. Notons cependant que le principe de primogéniture mâle ne semble pas avoir été retenu dans la dynastie des Kim, puisque le nouveau dirigeant n'est que le troisième fils du cher dirigeant. Que sait-on du nouveau souverain rouge? Il serait né le 8 janvier 1983 à Pyongyang. Là encore, la géographie officielle semble avoir tenu à modifier son année de naissance en affirmant que Kim Jong-un serait né en 1982 afin d'établir une similitude avec le grand-père né en 1912 et avec le père officiellement né en 1942. En 1991, sa mère l'a emmené visiter le Disneyland de Tokyo, muni de passeport brésilien. Puis, en 1994, le jeune Kim a effectué son premier voyage en Europe avant d'y revenir en 1996 comme élève. Jusqu'en 1998, il a été scolarisé à l'International School of Bern, située à Gunligen, en Suisse. Puis, de 1998 à l'an 2000, il a étudié à l'école publique de Liebefeld, dans le même pays, la Suisse. Il semblerait qu'il soit ensuite rentré à Pyongyang sans le moindre diplôme. Cela ne l'a pas empêché en 2010 de devenir premier secrétaire du parti et général à 4 étoiles. C'est lui qui aurait donné l'ordre de torpiller le Cheonan, un navire de la marine sud-coréenne, le 26 mars 2010, faisant 46 morts parmi les marins. Il est également tenu pour responsable du bombardement de l'île sud-coréenne de Yeonpyeong du 23 novembre suivant, qui fit 4 morts et de nombreux blessés parmi la population civile sud-coréenne. Ces deux agressions nord-coréennes causèrent un surcroît de tension entre les deux Corées. Le 30 décembre 2011, juste après la mort de son père, Kim Jong-un fut nommé commandant suprême de l'armée. Le 11 avril 2012, alors qu'il avait seulement 29 ans, il parvint aux fonctions suprêmes de secrétaire général du parti et de président du comité de la défense nationale. En juillet de la même année, Kim Jong-un est devenu maréchal de l'armée populaire. Arrivé au pouvoir avec l'appui du clan familial, le jeune dirigeant s'est rapidement affirmé, n'hésitant pas à faire exécuter son oncle Jang Song-taek, le beau-frère de Kim Jong-il, en décembre 2013. L'horreur aurait même été poussée jusqu'à supprimer tous les enfants et petits-enfants et autres parents proches de Jang Song-taek. Depuis, d'autres hauts responsables, y compris des militaires, ont été exécutés. Même le ministre de la Défense, Yoon Yong-chol, a subi ce sort en 2015 parce qu'il s'était endormi en présence de Kim Jong-un. Ensuite, c'est le chef d'état-major général qui a été exécuté. Toutes ces exécutions indiquaient clairement que Kim Jong-un consolidait son pouvoir en liquidant tous ceux qui jouèrent un rôle dans sa fulgurante ascension. Même son frère aîné, son demi-frère aîné, a été victime de Kim Jong-un, puisqu'il a été liquidé lors d'une attaque en utilisant un aérosol mortel à l'aéroport de Singapour. Vis-à-vis du voisin sudiste, Kim Jong-un a multiplié les signes contradictoires. Dans son intervention télévisée du 1er janvier 2013, il n'a pas hésité à déclarer que, je cite, « pour mettre fin à la division du pays et parvenir à sa réunification, il est important de cesser la confrontation entre le Nord et le Sud. » Fin de citation.
De trop rares et trop brèves rencontres ont aussi été organisées, toujours en territoire nord-coréen, pour les familles séparées, pour quelques familles séparées, depuis la guerre de Corée. Les images de ces vieillards, étreignant des fils ou des filles âgées, sont toujours très émouvantes. Et puis, il y eut la visite historique que le président sud-coréen Moon Jae-in effectua en Corée du Nord du 17 au 19 septembre 2018 et qui avait fait naître tant d'espoir, espoir qui devait malheureusement être déçu. En effet, chaque manœuvre militaire américano-sud-coréenne porte à nouveau la paranoïa nord-coréenne à son comble. Et ce ne sont pas les spectaculaires rencontres entre le président Trump et le jeune dictateur qui permirent de faire tomber la tension de manière durable. La Corée du Nord est le pays le plus militarisé au monde, avec près de 10 millions de soldats d'actifs, de réserve et de paramilitaires pour une population de 25 millions. Le sort de la zone industrielle de Kaesong reflète parfaitement les relations en dents de scie entre les deux voisins coréens. Créée en 2002, cette région industrielle constituait l'une des 3 régions économiques spéciales de la Corée du Nord. Elle était située en territoire nord-coréen, à 5 km seulement de la zone démilitarisée et à environ 50 km au nord-ouest de Séoul. En 2012, 123 entreprises sud-coréennes y étaient installées, donnant du travail à 50 000 citoyens nord-coréens et à environ 400 cadres sud-coréens qui franchissaient quotidiennement la ligne de démarcation. Le chiffre d'affaires de ces sociétés s'éleva cette année-là à 400 millions de dollars. Mais en avril 2013, le régime de Pyongyang interdit l'accès du site aux Sud-Coréens avant d'annoncer qu'il en retirait tous les employés nord-coréens, provoquant ainsi la fermeture de cette zone économique spéciale. Il est difficile pour un non-nord-coréen d'imaginer ce que peut être la vie dans cette moitié de péninsule. Une propagande omniprésente, insidieuse, depuis les premières leçons reçues au jardin d'enfants jusqu'à la mort, accompagne la vie des citoyens nord-coréens. Une enfance et une jeunesse embrigadées avant un service militaire de 10 ans pour les hommes. Une télévision, une radio, des journaux presque entièrement consacrés à la gloire immortelle du grand leader, du cher leader et aux incomparables mérites du génial maréchal. Une vie quotidienne bien réglée, où il ne faut jamais oublier de témoigner de son enthousiasme, de sa fidélité et de son amour pour le dirigeant suprême et pour les grandes avancées accomplies, comme par exemple les nouvelles explosions atomiques. Une société où l'on ne peut se confier à personne, même en famille, où la liberté individuelle, l'esprit d'initiative et pire, l'esprit critique, ont été abolis depuis des décennies. Soulignons que cet État caserne vit totalement coupé du reste du monde. Les télévisions et les radios étrangères y sont rigoureusement interdites et l'Internet et la téléphonie mobile y sont pour ainsi dire inexistants. Il y a quelques jours, de grandes chaînes de télévision occidentales ont montré les images du procès de deux adolescents nord-coréens qui ont été condamnés à 12 ans de travaux forcés pour avoir regardé clandestinement un film sud-coréen. En dehors des fonctionnaires et des diplomates triés sur le volet, qui voyagent hors du pays en mission officielle, tout en laissant leur famille au pays, bien sûr, l'immense majorité du peuple de Corée du Nord n'a jamais franchi les frontières. Les Nord-Coréens, abreuvés de propagande à longueur de journée, ignorent donc tout du reste du monde. On les persuade, dès leur plus jeune âge, que tous les peuples du monde se pâment d'admiration pour leur grand leader et pour les innombrables prouesses économiques, agricoles, industrielles et scientifiques de leur régime. Pourtant, dans cette moitié de pays
où un quart des revenus est destiné à l'armée. Le Programme alimentaire mondial estime qu'un quart des enfants souffrent de malnutrition. Des milliers de Nord-Coréens sont malgré tout parvenus, en courant des risques insensés, à gagner la Corée du Sud en passant par la Chine. Dans ce dernier pays, des centaines de milliers de Nord-Coréens vivraient dans la clandestinité et se feraient honteusement exploiter par des employeurs chinois dans la région frontalière. La différence entre le nord et le sud de la péninsule est devenue gigantesque. Pour s'en rendre compte, il suffit de regarder une photo satellitaire de la Corée, prise de nuit. Le sud scintille de milliers de lumières, tandis que le nord est plongé dans l'obscurité. La Corée du Sud est aujourd'hui un pays développé, et il est même devenu la 13e économie mondiale. Le niveau de vie sud-coréen serait à présent plus de 40 fois supérieur à celui du nord-coréen. Depuis 1987, la Corée du Sud est un État démocratique avec une société civile florissante et une vie culturelle intense. Les 49 millions de Sud-Coréens vivent dans un monde radicalement différent de celui de leurs 25 millions de malheureux compatriotes du Nord. Pourtant, Séoul, la prospère et dynamique capitale de Corée du Sud, n'est qu'à 45 km de cet autre monde qu'est la Corée du Nord. Dans cet univers ubuesque, il existe pourtant des endroits encore pires que tout le reste. Il s'agit des immenses camps de concentration, où survivent dans des conditions épouvantables des dizaines de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants. La preuve de l'existence de ces camps a été apportée par des photos satellitaires et par de trop rares témoignages. Le témoignage le plus épouvantable, le plus accablant qu'il m'ait été donné de lire est celui de Shin Dong-yuk, la seule personne connue à être née dans un camp de concentration et à avoir réussi à s'en évader. Pour tenter d'imaginer l'inimaginable, il faut absolument lire le livre intitulé « Rescapé du camp 14 », qui est le récit de ce jeune Nord-Coréen recueilli par le journaliste américain Blaine Harden. Selon des estimations onusiennes, plus de 200 000 personnes seraient détenues dans le goulag nord-coréen, réduites à l'état d'esclaves corvéables et exploitables à merci, travaillant dans des mines ou des usines 19 ou 20 heures par jour, très peu et très mal nourris, peu et mal vêtus, malgré le redoutable hiver coréen durant lequel la température peut chuter jusqu'à moins 40 degrés. Nombre de ces prisonniers sont détenus pour leurs croyances religieuses, le régime nord-coréen ne tolérant aucun culte en dehors de celui rendu à ses trois incomparables dirigeants. Kim Jong-un parviendra-t-il à demeurer encore longtemps au pouvoir et, pire, à transmettre le trône de son royaume ermite à une quatrième génération de la dynastie des Kim? La réponse à cette question se trouve certainement à Pékin, mais aussi, depuis peu, à Moscou. Les dirigeants chinois n'ont sans doute aucune envie de permettre une réunification de la péninsule qui ne pourrait se faire qu'à leurs dépens, car elle permettrait l'émergence d'une puissance économique rivale, alliée des États-Unis. En outre, la possibilité que l'armée des États-Unis, massivement présente au sud, puisse un jour, à la faveur d'une éventuelle réunification, camper sur les rives du fleuve Yalu, qui délimite la frontière sino-coréenne, n'a rien de séduisant pour M. Xi Jinping. Et à présent, Vladimir Poutine a grand besoin de se fournir dans l'immense arsenal nord-coréen afin de pouvoir poursuivre sa guerre insensée contre l'Ukraine. La dynastie Kim risque donc de continuer encore longtemps à régner sur une moitié du pays du matin calme, à maintenir 25 millions de Coréens dans l'isolement, la misère et l'oppression, tout en menaçant de déclencher à tout moment l'apocalypse atomique. Voilà, chers auditeurs, c'est ici que prend fin le tableau accablant que j'ai préparé pour vous, le tableau de la
de la Corée du Nord, dont on parle beaucoup ces jours-ci, mais je trouve qu'on ne s'étend pas assez sur l'origine du mal, et nous l'avons vu, l'origine du mal remonte à 1945, et il s'est perpétué depuis lors avec les 3 générations de Kim. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine.